Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cours d'arithmétique et cette fois-ci sur le thème des nombres premiers et aussi un peu des nombres premiers entre eux. Donc, comme toute vidéo de cours qui se respecte, on va commencer par donner la définition. Euh, donc, on prend P un entier naturel. Cette fois-ci, on veut bien que notre entier soit positif. Les entiers négatifs, cette fois-ci, ne vont pas trop nous intéresser. Bref, si P est un entier positif, euh, on va dire que P est un nombre premier si P admet exactement deux diviseurs positifs, encore une fois, qui sont 1 et lui-même. Quelque chose à noter, c'est que avec cette définition-là, 1 n'est pas un nombre premier, puisqu'il n'a pas de diviseur positif, il n'en a qu'un seul, il n'a que 1. Il a beau avoir 1 et lui-même comme diviseur, vu que ces deux diviseurs sont confondus, disons que ça compte pas. Ça peut paraître quelque chose de relativement anodin et qui ne fait pas beaucoup de sens, mais on verra à de multiples reprises, ne serait-ce que dans ce cours-là, que on aurait de gros problèmes si 1 est un nombre premier, ou en gros il faudrait tout le temps dire est un nombre premier différent de 1, donc autant dire qu'il n'est pas premier déjà de base, comme ça on n'aura pas de problème. Donc voilà quelques exemples de nombres premiers. Donc 2 est un nombre premier parce qu'il a 1 et 2 comme diviseur, 5 est premier parce qu'il a que 1 et 5 comme diviseur, etc. 101 est un nombre premier et plus récemment 2017 est un nombre premier et le prochain nombre premier arrivé est 2027. En revanche, on a des nombres qui ne sont pas premiers, donc 1, comme je l'ai dit, n'est pas premier. 4 n'est pas premier, pourquoi? Parce qu'il n'a pas que 1 et 4 comme diviseur, il a aussi 2. 38 pareil a 2 comme diviseur. 91 a 7 comme diviseur, ainsi que 13. Et 1001 admet quelques diviseurs, dont 7, 11 et 13. Des diviseurs, disons, intéressants, comme on va le voir plus tard. Donc, aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur le théorème fondamental de l'arithmétique, qui est le théorème suivant. Tout nombre admet une décomposition en facteurs premiers qui est unique à l'ordre des facteurs près. Donc on va voir ce que ça veut dire et on va aussi faire une preuve. Mais d'abord, on va avoir besoin de quelques résultats intermédiaires qui sont intéressants, utiles en eux-mêmes et il faut les connaître. Le premier d'entre eux étant le lemme de Gauss que voici. Donc on prend A, B et C des entiers tels que A divise le produit BC. Si on suppose en plus que A et B sont premiers entre eux, donc je le rappelle, ça veut dire que le PGCD entre A et B vaut 1, et alors à ce moment-là, on a A qui divise C. Je vais essayer de trouver une preuve de ce lemme, qui n'est pas forcément très simple, mais il y a une petite indication que voici, qui est d'utiliser le théorème de Bézout. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à regarder la vidéo précédente, où on en parle, où on le démontre, et où on dit que ça va servir là maintenant. Et maintenant, pour la preuve de ce théorème, vu que A et B sont premiers entre eux, on a U et V tel que AU plus BV soit égal à 1. Maintenant, on peut multiplier cette égalité par C, et ça nous donne que CAU plus CBV c'est égal à C, sauf que A divise CAU, parce que c'est juste A fois un truc qui est entier, et A divise BCV, pourquoi? Parce que A divise BC. Donc, par combinaison linéaire, A divise CAU plus CBV, à savoir C. Donc on a fini. Et c'est quelque chose de relativement intéressant, puisque c'est vrai que seulement pour les nombres premiers entre eux. Par exemple, 4 divise 2 fois 6, mais on n'a pas 4 divise 2, on n'a même pas non plus 4 qui divise 6. Maintenant, on va déjà commencer par remarquer une propriété suivante des nombres premiers qui est relativement intéressante. C'est que si jamais on prend un nombre premier,
alors tous les entiers sont ou alors premiers avec P, ou alors des multiples de P. Il n'y a que ces deux cas là possibles, et donc ça c'est juste dû au fait que P a très peu de diviseurs, puisque le PGCD, donc B, de A et P, bah, c'est un diviseur de P. C'est un diviseur même positif de P, donc c'est 1 ou c'est P. Dans le cas où c'est 1, par définition, les nombres premiers entre eux, A et P sont premiers entre eux, et maintenant il nous reste le cas où le PGCD est égal à P, et vu que le PGCD divise A, par définition du PGCD, on a bien que P divise A, puisque D égale P. Ça nous permet d'en déduire, disons, un corollaire du lemme de Gauss, qu'on appelle le lemme d'Euclide, et qui est le suivant. Donc si jamais P est un nombre premier, et qu'on prend des entiers A et B, si on suppose que P divise AB, alors P doit diviser A ou B. C'est-à-dire que, remarquons encore une fois que c'est faux si P n'est pas premier. Je vous laisse d'ailleurs trouver un contre-exemple à ce sujet. Donc maintenant, avec ce lemme, on va pouvoir montrer, on va pouvoir parler de la décomposition en facteur premier. On servira de ce lemme dans la démonstration de l'unicité même. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est une décomposition en facteur premier? Donc on prend n en entier, strictement positif, parce que de toute façon, si c'est négatif, on peut juste regarder moins n et rajouter un moins à la fin, c'est pas ça qui est très intéressant. Donc une décomposition en facteur premier de n, ça va être des nombres, pi, qui vont être premiers parce que on a utilisé la lettre p et que c'est très rare en arithmétique que p ne soit pas utilisé pour des nombres premiers. Mais ici, c'est bien des nombres premiers. Et c'est aussi des entiers alpha i positifs, tels que n, ce soit le produit des pi à la puissance alpha i. Donc ça, c'est une décomposition en facteur premier. Et c'est quelque chose de très intéressant, comme on va le voir. Donc c'est intéressant de montrer que ça existe, et c'est aussi relativement intéressant de montrer qu'elle est unique. Donc on va commencer déjà par l'existence. Et donc ça, on fait ça par récurrence forte. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est la récurrence forte, je vous conseille juste d'admettre la preuve pour l'instant. Et quand il y aura la série de cours sur deux combinatoires, on parlera de récurrence et vous pourrez revenir à cette vidéo-là après. Sinon, je vais aussi mettre un lien vers un cours qui parle de récurrence forte dans la description. Mais donc pour ceux qui savent ce que c'est une récurrence forte, déjà on peut remarquer qu'on a une initialisation puisque pour n égale 1, le produit, disons, vide avec aucun nombre premier marche. Enfin, 1 c'est le produit de rien. Et maintenant, si on prend un n qui est strictement plus grand que 1, et qu'on suppose que tous les nombres en dessous de n vérifient le fait que ils admettent une décomposition en facteur premier, alors on a deux cas à distinguer. Le premier, c'est le cas où n est premier, mais à ce moment-là, on a un peu fini, puisque n va admettre une décomposition en facteur premier de manière relativement simple, à savoir n égale n. On met la puissance 1 pour bien dire qu'on a un exposant, mais voilà. L'idée, c'est quand même de dire que n égale n. Et donc, si n n'est pas premier, on peut écrire n sous la forme d'un produit de deux nombres qui sont tous les deux différents de 1 et n. Donc ça, on peut faire ça parce que n est strictement plus grand que 1. À ce moment-là, on dit que n est composé. Et par hypothèse de récurrence, comme a et b sont tous les deux strictement plus petits que n, ils admettent une décomposition en facteur premier. À ce moment-là, on prend juste le produit des deux décompositions en facteur premier pour a et b, et ça nous donne une nouvelle décomposition en facteur premier pour n. Donc comme ça, on a conclu la récurrence. Un autre résultat qui est très important, c'est que cette décomposition, elle est unique, ou presque, dans le sens où on va dire que la décomposition 2 x 3 et la décomposition 3 x 2, c'est les mêmes, quoi. Donc c'est ce qu'on va montrer maintenant. Et cette fois-ci, encore une fois, on raisonne par récurrence forte. Pour 1, il n'y a pas beaucoup de choix, puisque à partir du moment où on met un nombre premier, ça va être strictement plus grand que 1, donc on est obligé de prendre la décomposition, disons, vide. Et donc c'est la seule. Et maintenant,
on va prendre un n strictement plus grand que 1, et on va supposer qu'elle admet deux décompositions différentes, mettons P1 puissance alpha 1 fois etc. fois Pk puissance alpha k, et Q1 puissance bêta 1 fois etc. fois Qm puissance bêta m. Avec, encore une fois, les Pi et les Qi des nombres premiers, et les alpha i et les bêta i des nombres entiers positifs. Et donc l'idée, c'est de montrer qu'elles sont identiques. Et donc, quelque chose à remarquer, c'est que Q1, il divise n, puisque c'est Q1 fois Q1 puissance bêta 1 moins 1, etc. fois Qm puissance bêta n. Et n, maintenant, on sait que c'est aussi P1 puissance alpha 1 fois Pk puissance alpha k. Et donc maintenant, on peut, disons, séparer tous les facteurs. On peut séparer un P1. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est séparer un P1 d'un côté et tout le reste de n de l'autre, et dire par le lemme d'Euclide, oh dis donc, ou alors Q1 divise P1, ou alors Q1 divise le reste, et ainsi de suite. En fait, on va obtenir que Q1 divise forcément l'un des Pi, puis peut-être plusieurs, mais au moins l'un d'entre eux. Et vu que Pi est premier, et Q1, c'est un diviseur de Pi, Q1 c'est égal à 1 ou Pi, et vu que 1 n'est pas le premier, ça nous donne que Q1 est égal à Pi. Et donc à ce moment-là, on peut diviser de ce côté-là par Pi, et de ce côté-là par Q1, et il n'y aura pas de problème. Donc à ce moment-là, on obtient n sur Q1, qui est donc P1 puissance alpha 1, etc., fois Pi moins 1 puissance alpha i moins 1, fois Pi puissance alpha i moins 1, fois Pi plus 1 puissance alpha i plus 1, fois etc., fois Pk puissance alpha k. Donc ça, c'est égal à Q1 puissance bêta 1 moins 1 fois Q2 puissance bêta 2, etc., etc. Donc là, on a deux décompositions à facteur premier. 2 plus de n, cette fois-ci, mais de n sur Q1. Et vu que Q1 est strictement plus grand que 1, n sur Q1 est strictement plus petit que n, donc on peut appliquer notre hypothèse de récurrence à n sur Q1. Et ça nous donne que ces deux décompositions-là sont uniques à ordre des facteurs près. Et maintenant, quand on rajoute notre Q1 des deux côtés, ça reste encore les deux décompositions vont encore une fois être uniques. Donc, on conclut notre récurrence. Donc voici un exemple de décomposition de facteur premier. Ici, j'ai pris 252. Pourquoi pas 252, ça s'écrit 2 au carré. 252, ça s'écrit 2 au carré fois 3 au carré fois 7. Pourquoi pas 7 puissance 1. Voilà. Et donc on vient de montrer que cette décomposition, elle existait. Bon, la voilà. Et en plus, elle est unique, à l'exception près du fait que, encore une fois, 2 au carré fois 3 au carré fois 7, c'est la même chose que 3 au carré fois 2 au carré fois 7. Je pense que ça, c'est quelque chose de relativement, disons, naturel. Il s'avère que ça, c'est quelque chose de relativement intéressant, puisque ça permet de démontrer, par exemple, l'infinité des nombres premiers. Donc, comment faire? On va raisonner par l'absurde. On suppose que on n'a pas une infinité de nombres premiers, donc on a un nombre fini, qu'on va appeler, je sais pas, P1 jusqu'à Pn. Mais en fait, quand on prend le nombre grand N qui est le produit de tous les nombres premiers plus 1, ça doit admettre une décomposition à facteur premier, vu que c'est un nombre positif. Mais par contre, on a un problème, puisque aucun des Pi ne va diviser n, puisque si l'un des Pi divise n, vu que Pi divise produit des Pj, alors à ce moment-là, Pi diviserait n moins le produit des Pj, à savoir 1. Le fait que P divise 1, c'est un problème, puisque c'est un nombre qui est strictement plus grand que 1. Ce qu'on obtient, c'est que n doit avoir un facteur premier, puisque n est strictement plus grand que 1, mais n ne peut avoir comme facteur premier aucun des Pi, donc on a une contradiction. Et ça nous donne que, en fait, on doit forcément avoir une infinité de nombres premiers. Maintenant, une dernière chose dont je voulais parler, c'est la valuation p-adique. Et en fait, on s'intéresse ici à l'exposant qui est au-dessus de P dans notre valuation. Par exemple, V2 de 252, quand on regarde de nouveau ici, V2 de 252, c'est le petit nombre ici, c'est 2.
V3 de 252, c'est 2. V7 de 252, ça va être 1. Et quelque chose qu'on peut faire aussi, c'est que V, disons 5 de 252, bah on peut aussi, disons, rajouter 5 puissance 0 artificiellement, ça change rien, puisque 5 puissance 0, ça fait 1. On peut dire que V5 de 252, c'est 0. De manière générale, on définit Vp de n comme étant égal à 0 lorsque p ne divise pas n. En fait, il s'avère que Vp de n, c'est le plus gros entier tel que p puissance 7 entier divise n. Donc, ça rejoint ici le fait que déjà p puissance 1, ça ne marche plus. Donc maintenant, il y a quelques résultats relativement importants que je vous laisse essayer de chercher, et qui sont les suivants. Donc, A divise B si et seulement si la variation p-adique de A est plus petite que la variation p-adique de B. Donc, pour ça, je vous laisse écrire B sous la forme Ka, essayer de voir ce que ça fait la variation p-adique d'un produit. Ensuite, la variation p-adique du PGCD, c'est égal au minimum d'évaluation. Ça aussi, je vous laisse essayer de le montrer. C'est vraiment juste utiliser la définition du PGCD. Et finalement, à partir de ces deux résultats-là, le fait que si on a un diviseur D qui divise à la fois A et B, alors D divise le PGCD, ce qui n'est pas forcément complètement évident à partir de la définition que j'ai donnée du PGCD. Et finalement, une formule relativement intéressante qui est la formule sur le nombre de diviseurs d'un entier. Donc ici, on prend le nombre de diviseurs positifs. De toute façon, si jamais on autorise les diviseurs négatifs, on va juste multiplier par 2. Et donc ce nombre de diviseurs, c'est alpha 1 plus 1 fois alpha 2 plus 1 fois etc. fois alpha k plus 1. Si jamais on écrit 1 n sous la forme p1 puissance alpha 1 fois etc. fois pk puissance alpha k. Donc là, pour ça, je vous laisse essayer de regarder, en utilisant cette propriété-là, quelles sont les valeurs possibles d'évaluation p-adique et le fait que toutes ces valeurs-là donnent effectivement un diviseur de n, et que tous ces diviseurs sont différents, et qu'on en a bien effectivement alpha 1 plus 1 fois etc. fois alpha k plus 1.